m'avoir donné cette opportunité de partager un tant soit peu une expérience que j'ai vécue. Et le thème proposé, c'est créer la réforme, ce qu'il faut pour vraiment transformer une nation. Vous voyez que c'est très fort. Pendant longtemps que j'ai quitté le gouvernement, où je suis entré en 2019, en quittant le PNUD, je m'étais imposé un devoir de réserve. Un devoir de réserve parce que tout simplement, la principale réforme que j'avais conduite est encore en cours. Mais aussi, j'avais eu l'honneur de servir auprès du président de la République en tant que ministre secrétaire de la présidence, où j'ai suivi d'autres réformes. Toutes ces réformes sont en cours. Par conséquent, je m'étais imposé ce devoir de réserve. Mais aujourd'hui, parce que ces réformes ne m'appartiennent plus en tant que premier responsable, quoique je fasse partie des citoyens, ça me regarde, ça me concerne. C'est aussi parce que les réformes doivent vivre au-delà de ceux qui les ont initiés. Ce jour, je me fais l'honneur alors, entre collègues du PNUD, de faire cette exception. Non pas pour parler de loi, non pas pour parler de plan, mais pour parler de la réforme qui exige vraiment qu'on l'ouvre pour transformer une nation. J'avais fait à un moment donné, j'avais fait face à un moment de choix. En 2019, quand le président de la République a été élu, qui exerce aujourd'hui son deuxième mandat, son cabinet m'avait contacté pour me proposer de rentrer au gouvernement. J'ai hésité pendant longtemps. Je n'ai pas accepté tout de suite. Cette hésitation a continué jusqu'à ce que le Premier ministre me contacte et me donne des indications que le président va me confier un dossier extrêmement important. Mon hésitation n'était pas par manque de patriotisme, mais c'est parce que je savais qu'entrer dans un gouvernement exige d'accepter de porter un poids très lourd. Mais le Premier ministre me dit, le président va vous confier la réforme de l'éducation nationale. Et là, tout change. Là, tout change parce que, au fond de moi, j'ai toujours eu l'intime conviction, pratiquement quelque chose de brutal, pour dire que si l'éducation ne fonctionne pas, rien d'autre ne fonctionnera durablement dans un pays. Alors, je me suis posé la question suivante. Si je refuse, que ferais-je de plus utile pour mon pays? Je n'ai pas trouvé une meilleure réponse que de dire oui alors, de m'engager. Et je savais que je devais dépenser toute l'énergie de mon corps et de mon esprit pour servir mon pays à travers ce portefeuille. En disant oui également, peut-être que mon action pourrait être insuffisante, mais jamais ce ne sera pas par manque d'engagement ou faute d'avoir essayé. La nuit même de ma nomination, une scène m'a marqué à jamais. Mes enfants et les enfants de mon grand frère, qui est aujourd'hui le trésorier général de la Banque centrale de Mauritanie, discutaient en ligne, parce que moi, en ce moment, j'étais au Bénin et eux à Nouakchott. Les enfants discutaient
Imaginez de quoi il discutait d'éducation. Mais il se disait, mais c'est, en fait, mon grand frère, il l'appelle Baba, moi, il m'appelle Papa, pour distinguer. Donc, ils disent que c'est Baba quand même qui fait plus de politique. Papa, on ne l'a jamais vu dans la politique. Et ils se disent, non, la vie va changer, il y a une nouvelle donne dans la famille. Et après, l'un d'eux sort quelque chose en disant, Baba et Papa, ils passent tout leur temps à parler d'éducation. Maintenant, ils n'ont qu'à s'en occuper. En ce moment-là, j'ai compris une chose essentielle. La réforme n'est jamais abstraite. Elle est aussi quelque part personnelle. Et elle sera jugée par les générations futures, ou tout au moins par nos propres enfants. En arrivant au ministère, j'ai eu un réflexe de ne pas annoncer une nouvelle réforme. Pourquoi? Parce que dans mon pays, en Mauritanie, il y a eu 5 réformes depuis l'indépendance, non 4 réformes et des États unis depuis l'indépendance. Les réformes ont commencé avant l'indépendance en 1959. Il y en a eu une en 59 alors, il y en a une en 67, il y en a eu une en 73, une en 79, une en 99 et en 2012 des États généraux. Ma mission n'était pas d'effacer l'histoire. Ma mission était de m'inscrire dans l'histoire, de bâtir sur l'existant, de comprendre ce qui a marché et surtout de comprendre pourquoi autant de choses n'ont pas tenu. Un jour, je me suis dit, pourquoi alors ne pas aller parler aux anciens ministres qui sont passés par là? D'ailleurs, nous avons dans la salle la fille de l'un de ces anciens ministres, Madame Moninaba. C'est la fille à Excellence Mamadou Alassane qui a été ministre de 70 à 78 et qui fut ministre de l'Éducation. Alors, j'ai demandé aux doyens de mon personnel d'aller rencontrer ces ministres, de leur dire que je voudrais passer le groupe pour échanger avec eux. Ils ont tous répondu, non, il ne va pas venir nous voir parce que c'est la République. Nous viendrons le voir avec plaisir. Ils ont tous accepté, avec élégance, avec honneur et avec la volonté sincère de contribuer. Parce que je pense que tous ceux qui ont eu l'honneur d'avoir un président leur confier le dossier de l'éducation partagent une même conscience, le poids moral de la mission. Il s'agit d'enfants d'aujourd'hui, d'enfants à naître. Donc c'est une responsabilité qui va au-delà de ce qu'on peut penser. Alors, je me suis dit, on ne peut pas réformer durablement sans respecter ceux qui ont essayé avant. Le choc du réel et le sentiment d'urgence arrivent. Je venais de réaliser qu'un ministre d'éducation n'arrive pas dans un ministère. Il n'arrive pas dans un bureau. Il arrive dans une classe sans toit. Il arrive dans des abris provisoires. Il arrive dans des classes où il n'y a pas d'enseignants. Il arrive dans des classes, dans des écoles qui n'ont pas de clôture, dans des écoles qui n'ont pas de toilettes, dans des écoles insécures. Et dans des villages où beaucoup de parents ont cessé d'espérer. Puis la réalité administrative, les dossiers, les chiffres, les briefings évitent un malaise. Personne ne maîtrisait vraiment les effectifs de ce département. L'opacité, le flou, l'incertain. Comment réformer un système dont on ne maîtrise même pas les ressources humaines, alors que c'est un département fondamentalement qui repose sur les ressources humaines? J'ai pris la décision claire d'auditer le fichier du personnel de l'éducation nationale. Avec l'appui du PNUD, le premier partenaire qui est passé, dont il appuie, c'est le PNUD, qui a financé l'audit,
avec un consortium de cabinets, un British, un cabinet sénégalais, un cabinet mauritanien. En 2 mois, j'avais commencé déjà à avoir des rapports provisoires. Donc le PNUD était là, au rendez-vous. Parce que gouverner, ce n'est pas tout de suite annoncer une vision, c'est d'abord voir clair. Ensuite, on voit qu'il faut inclure ou échouer. L'intelligence collective n'est pas un slogan. Une autre chose, vite devenue évidente, qu'une réforme imposée, c'est une réforme qui échoue. Alors, nous avons ouvert. Nous avons décidé de travailler en étroite collaboration avec les parents d'élèves, les syndicats, les partenaires techniques et financiers, la société civile. Je me suis associé à l'Université de Cambridge à travers son département réforme pour me conseiller. Et j'avais à mes côtés le GPE, le Fonds global pour l'éducation, la Banque mondiale, l'AFD, l'UNESCO, l'UNICEF et bien sûr le PNUD. La réforme cessa d'être la réforme des ministres. C'était devenu une conversation nationale avec l'appui des PTF. Souvent dans les pays, vous entendez la circulaire de tel ministre, la réforme de telle loi, la loi de tel ministre. Mais cette réforme-là, elle a cessé d'être la réforme de Soko. Elle a été la réforme. Il s'est devenu une conversation nationale. J'ai aussi très vite vu un vide institutionnel. Dans le benchmarking, j'ai réalisé qu'en Afrique, il n'y a que 2 pays qui n'avaient pas ce qu'on appelle le Conseil national d'éducation. C'est le Madagascar et la Mauritanie. Donc, je me suis attelé à combler ce vide institutionnel en créant le Haut Conseil de l'éducation. Je me suis vite rendu compte que ce n'est pas nouveau, que c'était une demande depuis les années 70. Faute de consensus, le Conseil n'a jamais pu avoir lieu. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir le mettre en place. Encore une fois, comme je vous disais, le papa de Monina est aujourd'hui membre de ce conseil. Malgré son âge, il est toujours en train de contribuer. Ensuite, regardez la vérité en face. Les données sont souvent cruelles. Je suis arrivé au mois d'août 2019, l'ouverture des classes s'annonçait. À l'évaluation, il me manquait 5000 enseignants. Et ça, il fallait montrer que l'État est de retour. Il fallait tout faire pour que devant chaque classe, il y ait un enseignant à l'ouverture des classes. Ce qui fut fait pour crédibiliser la réforme. Parce qu'une réforme de l'éducation prend du temps, mais il y a des pas qu'il faut franchir très rapidement pour montrer que c'est sérieux. Leur part de travail dans le système éducatif. D'abord, ils sont représentés dans le Conseil de l'éducation. Ensuite, aujourd'hui, au ministère de l'Éducation, pendant une année et demie, tout ce qui se faisait, ils étaient impliqués. Ils me remercient. Mais ils ont posé une question un peu embarrassante. Ils m'ont dit, alors, Adama, nous avons appris que il paraît que tu as dû démissionner. J'ai dit, calmement, la fonction de ministre, ce n'est pas un métier, c'est une mission. Début et fin, et le président détient la légitimité. Le serviteur que je suis détient la responsabilité. Et bon, on a chit-chat un peu et puis on a arrêté là la discussion. Mais je suis à votre entière disposition en tant que citoyen, en tant que parent d'élève. En conclusion, vous savez, les grands orateurs, quand les gens commencent à s'ennuyer, ils vont dire en conclusion, bon, tout le monde va se réveiller et puis commencer. J'espère que ce n'est pas le cas. En conclusion, créer la réforme, ce n'est pas produire un document. Ce n'est pas annoncer un plan. Créer la réforme, c'est accepter la complexité. C'est écouter plus que parler. C'est écouter pour comprendre et pas pour répondre. Produire la clarté où règne l'opacité. Mobiliser l'intelligence collective. Et surtout,
Ne jamais oublier que les enfants sont les vrais évaluateurs des politiques publiques. La jeunesse est la vraie évaluatrice des politiques publiques. La postérité en jugera de toute manière, surtout en ce qui concerne l'éducation qui demande du temps pour arriver. Une nation se transforme le jour où elle place l'éducation au cœur de son contrat moral avec l'avenir. Je vous remercie de votre aimable attention. Attendez, une minute, donnez-moi une minute. Non, une minute encore. Bon. Ils m'ont donné beaucoup de temps, ils sont généreux avec moi. Vous savez, j'ai écouté Oprah Winfrey dire que à chaque fois qu'elle a interviewé des gens, du futur Barack Obama, Clinton, Beyoncé, with all her Beyoncé-ness, quand les rideaux retombent, quand les caméras baissent, how was it? So guys, how was it? Thank you. Merci.